Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre les applications, le calcul, utilitaire pour les calculs. Donc on va travailler sur les soustractions. Alors on récupère le code. Alors, on vient là, on récupère. Oui. Donc je vais juste tester pour voir si cela fonctionne correctement. Donc là, ça a l'air de fonctionner correctement. Alors je reviens sur le problème des soustractions parce que quand je vous ai présenté dans la vidéo précédente, j'ai modifié la fonction rand j-i directement dans le fichier H. Et ça, le fichier H, c'est la bibliothèque. Normalement, elle est protégée. Il ne faut pas la travailler directement sur ce genre de fichier. Normalement, quand on met dans la bibliothèque, c'est qu'on est sûr que la fonction est déjà correcte. Donc là, j'ai fait une énorme erreur puisque au fur et à mesure que je modifiais, si jamais je faisais une modification difficile et que l'erreur s'introduisait dans cette fonction, j'aurais pu ne plus être capable de corriger cette erreur et j'aurais donc fait un très grave souci en travaillant directement dans la bibliothèque. Alors la méthode que je propose, c'est de copier la fonction sur laquelle on veut travailler, de l'introduire par exemple dans mon fichier principal, mais ça pourrait être un fichier H que je créerai pour l'occasion, mais moi là je le mets dans le fichier principal. Donc là je ferme mon fichier H puisque je n'en ai plus besoin. J'ai donc récupéré la fonction ici. Donc si je la garde de cette manière, ça ne marche pas puisque la fonction est déjà prédéfinie ailleurs. Dans le fichier H. Donc je vais remplacer le nom de la fonction en ajoutant un X. Voilà. Donc ce X là va permettre de travailler toujours avec la fonction que j'ai récupérée dans le fichier H, mais cette fois-ci en modifiant directement celle qui est dans le fichier C. Donc il ne faut pas oublier de faire le changement aussi dans la partie main, d'accord, pour qu'elle appelle bien la partie main, la partie principale appelle bien la fonction que je viens de copier dans le fichier A, dans le fichier C. Donc je vais tester. Donc là ça marche bien. Donc là où c'est que l'on en est. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit travail? Déjà c'est pour vous informer qu'il ne faut pas travailler directement dans les fichiers H. Il faut donc ramener, quand vous voulez modifier quelque chose qui se trouve dans le fichier H, il faut le ramener dans un autre fichier. Là j'ai choisi le fichier main, le fichier C principal, mais ça pourrait être un autre fichier. D'accord? Le tout, c'est que ça ne soit pas le fichier de la bibliothèque. Et donc, maintenant, nous allons voir un petit truc qui est un petit peu embêtant aussi. Vous avez vu, là, j'ai dessiné des soustractions de 4 chiffres moins 3 chiffres. Et je vous ai montré dans les vidéos précédentes qu'il était possible de faire différents exemples avec des tailles différentes de soustraction. Vous voyez, là, c'est des soustractions de 2 chiffres, moins un chiffre, ou des 10, là je vais mettre 7. Voilà. Donc là, on fait des opérations, des soustractions de tailles différentes. D'accord? Et le problème, naturellement, là, c'est que
la présentation que j'ai faite oblige la personne de directement agir dans la fonction, dans le code de la fonction. Alors, quand on a ce genre de problème, ce qu'il faut, c'est juste rajouter un argument. Donc là, ma fonction, c'est une fonction void. Donc, je vais rajouter un argument, un entier. Je vais l'appeler cn. Alors, c'est parce que donc cn, je vais le mettre là. C'est parce que ça indique le nombre de colonnes que la boucle for doit faire, donc Cn. Je le mets en majuscule parce que je souhaite que les personnes qui vont travailler sur cet argument utilisent les define, que j'ai déclaré dans le fichier H, là, d'accord? Dans le fichier H, là, les define de ces fichiers H, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis un grand C et un petit n pour indiquer que c'est une variable, que ce n'est pas une constante. Si j'avais mis Cn majuscule, on aurait dit que c'est une constante, j'aurais pas pu mettre le int là, d'accord? Là donc c'est une variable de type entière, d'accord? Et donc là ça permet de donner, Cn donne le nombre de boucles for que doit faire la boucle, d'accord? Ça donne donc un nombre de chiffres et par exemple là, si je mets C3, la boucle for va faire trois boucles, donc elle va donner 3 chiffres et vous vous rappelez que cette commande-là, cette ligne-là donnera le 4e du premier chiffre. La boucle for, quand j'ai mis ces 3, elle donne ces 3 chiffres, d'accord, pour les i et pour les j, et ce chiffre-là est donné avec cette ligne-là, d'accord. Alors là, on a corrigé 2 choses. La première, c'est que l'on ne travaille pas directement dans les fichiers de la bibliothèque, et quand dans une fonction, on est obligé de modifier dans le listing même une valeur pour avoir des choses, pour modifier le résultat, il vaut mieux, non seulement il vaut mieux, il faut rentrer un nouvel argument et la modification que l'on fait dans le code se fera désormais grâce à l'argument de la fonction. D'accord ? Donc là, il y a C3, je peux mettre C1 pour voir si cela fonctionne. Voilà. D'accord? Alors maintenant, on va ouvrir le fichier H. Alors vous avez vu, dans le fichier H, j'ai ajouté des différentes define. Alors C1, c'est pour une colonne, 2 colonnes. La boucle for fait 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 6 colonnes, 7 colonnes. D'accord? Ça, c'est l'algorithme qu'on avait vu. Ça permet de savoir le nombre de boucles. Où c'est qu'elle est? Hop là. Le nombre de boucles que fait la boucle for correspond au nombre de chiffres au nombre de chiffres de chaque nombre, d'accord? Au nombre de colonnes de chaque nombre. Là, j'ai essayé C8, d'accord? Donc là, je vais mettre C8. Je vais mettre C8 ici. Il faut tout sauver. Vous voyez, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Hein, je fais quelques opérations, ça marche très bien. Et maintenant, si je mets ici 9 à la place de C8, eh bien, on se rend compte qu'il y a des erreurs. D'accord? On voit que la forme n'est plus correcte. D'accord? Et je pense que c'est simplement dû au fait que
les entiers acceptent des nombres d'une certaine taille, et en mettant C9, on dépasse cette taille. On dépasse cette taille, donc c'est pour ça que ici, à la place de marquer C8, j'ai marqué Cmax. Parce que comme ça, de cette manière, la personne sait que la valeur maximale que l'on peut demander à la boucle for qui va donner le nombre de chiffres, eh ben, c'est 8. D'accord? Et si j'avais mis juste C8 comme ça, eh ben, on n'aurait jamais su que c'était la valeur maximale. Et si la personne utilise 9, elle ne comprendra pas pourquoi ça ne marche pas. Tandis que là, comme j'ai mis C max, si elle utilise 9, eh ben, elle demandera pourquoi ça ne marche pas, et puis elle regardera, ah oui, c'est parce que le 8, c'est la valeur maximale. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est certainement dû au fait de la taille des entiers, et le fait de rajouter des chiffres supplémentaires à l'entier, ça fait un overflow, c'est-à-dire que les calculs sont faussés, parce que le nombre est trop grand, le nombre rentré est trop grand. Donc là, on a vu la correction, ne pas utiliser, ne pas modifier ce qu'il y a dans la librairie, ne pas travailler avec directement, ne pas modifier directement une valeur dans un listing de fonctions. Si vous avez besoin de le faire, il faut créer un nouvel argument qui va justement faire ce changement plutôt que de le faire manuellement dans le listing. Donc là, c'est ce que l'on a vu, d'accord? Aussi, on a vu que comme on n'a pas le droit de modifier une fonction dans la librairie, dans la bibliothèque, on en fait une copie et on travaille sur la copie, et naturellement, il faut changer le nom pour pouvoir ne pas avoir deux fois la déclaration de la fonction. D'accord? Et ne pas oublier si on change le nom de la fonction sur laquelle on travaille, par exemple moi j'ai mis un x, de ne pas oublier de la mettre, de répercuter ce x dans la fonction main principale. Sinon on continuerait à travailler avec la fonction de la bibliothèque. D'accord? Donc ça c'est bon. Ah oui, il y avait un truc que je voulais aussi dire. Là j'ai fait une énorme erreur aussi, c'est d'avoir tout mis dans un seul fichier. Normalement il aurait fallu un fichier pour la déclaration des fichiers standards du langage C, enfin de la bibliothèque standard du langage C, un fichier pour les define, un fichier pour les structures, un fichier pour les fonctions utilitaires, c'est-à-dire qui n'ont pas un rapport direct avec les mathématiques, puis ensuite un fichier avec les mathématiques, par exemple, toutes les fonctions qui permettent d'avoir des nombres aléatoires. D'accord? Donc là, ça a été une grosse erreur d'avoir fait un fichier tout seul. Là, c'est pas correct. Donc normalement, il faudrait rajouter plusieurs fichiers H. Mais le fait de vous l'avoir présenté comme ça, je me dis aussi, ça vous permet de montrer que quand on met tout dans un seul fichier, c'est un peu le bordel, d'accord? S'il y avait un fichier par type de fonction ou de commande, ça serait beaucoup plus lisible, d'accord? Donc là on a vu ça. Ah oui, il y a aussi ça. Comme vous avez vu, j'ai initialisé ici la structure. Qu'est-ce qui se passe si je supprime cette initialisation? Ah. Je remets le travail. Donc là, je vais relancer. Là, oui, il y a C9. Ça va pas, ça.
Voilà. Donc là, je vais relancer le travail puisqu'il y avait C9, donc ce n'était pas correct. Donc là, voilà, on retravaille normalement. Bon, maintenant, je vais supprimer l'initialisation. Voyez, il y a aussi un problème. Je n'ai pas... Vous voyez, il y a un problème parce que... Pourquoi je pense qu'il y a un problème? Quand on crée comme ça une structure, je pense que les variables de la structure passent par pointeur. Ça veut dire en gros que l'on va directement s'adresser à l'adresse où se trouve la variable. D'accord? Et j'ai l'impression que si par exemple la variable, là je m'avance, hein, la variable cette variable-là, hein, value i, est à l'adresse 10, et qu'à l'adresse 10, il y a 100, non, je ne pourrais pas. Il n'y a aucune raison que quand je le rappelle une deuxième fois, non, là je vais trop loin, je préfère arrêter. Donc, ce qu'il faut dire, je pense que par le fait que l'on travaille avec une structure, si ce n'était pas une structure, je pense qu'il n'y aurait pas ce problème. Mais comme on travaille avec une structure, les variables ne passent pas de la même manière que quand on travaille avec des valeurs directement. Et je pense que si on n'initialise pas à 0, c'est-à-dire qu'on ne remet pas à 0, ces valeurs conservent l'ancienne valeur et naturellement il y a un problème. Je ne sais pas si... Regardez. Donc là, j'ai initialisé. Je supprime l'initialisation. Vous voyez, il y a une partie ici, une partie de ce nombre qui ne bouge pas. Vous voyez, l'autre partie passe. L'autre partie passe. Je pense que c'est parce que cette valeur-là, on travaille par pointeur. On travaille par adresse, pas par pointeur, on travaille par adresse quand on travaille avec des variables de structure. Et le fait de travailler avec des, comment ça s'appelle, des par adresse, et bien le résultat fait que si à l'adresse on ne réinitialise pas le contenu qui se trouve à l'adresse sur lequel on va travailler, et bien il va rester une partie du chiffre. D'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand on travaille avec un entier, une fonction entier, on va mettre A. Je vais mettre A égale 0, non, A égale 4, d'accord? Là, je me lance dans quelque chose que je ne truque pas. Donc, à chaque fois... Non. Je vais faire comme ça. Et là, je vais marquer A égale 4. D'accord? Bon, là, on ne travaille pas par adresse. Donc, à chaque fois que je vais relancer la fonction f par exemple, à chaque fois que je vais relancer la fonction, il va se créer une nouvelle variable, et donc cette nouvelle variable va être totalement indépendante. La valeur qui va, en règle générale, c'est 0. D'accord? Par contre, quand on travaille avec une structure, voilà, structure, hein, je vais faire une structure avec une variable A et une variable B, ben, la structure ne va pas créer à chaque fois un nouvel espace. Ça veut dire qu'on travaille par adresse. Et donc, si je mets 4 ici, eh ben, quand je refais une appel à la fonction, il va garder en mémoire le 4. D'accord?
Alors que si c'était une variable normale, entière, là, ça serait réinitialisé à 0 automatiquement, pratiquement. Alors que si c'est une structure, ça il faudra essayer d'en discuter. Structure, si c'est une structure, les variables sont appelées par adresse, d'accord, et ce qui fait que si à l'adresse il y avait 4, et bien dans la nouvelle appel, avant même que j'ai réinitialisé, A est déjà égal à 4. A est déjà égal à 4. A est déjà égal à 4 avant même que je l'ai initialisé. D'accord ? Je l'explique de cette manière parce que quand on supprime l'initialisation, voyez, on voit qu'une partie du chiffre ne change pas. Voyez, il y a une partie du chiffre qui ne change pas. Pour moi, ça veut dire simplement que cette partie du chiffre n'est pas effacée au nouvel appel, donc il reste. Et il y a juste la partie qui change, c'est la partie qui fait partie des calculs. D'accord ? C'est pour ça que je dis ça. Regardez, vous voyez ? Donc là, il y a 4 chiffres qui changent. Là, il y a 5 chiffres qui changent. Et cette partie-là ne change pas. Et pour moi, c'est le fait que ces variables font partie d'une structure, c'est-à-dire c'est la structure, et le fait que ces variables font partie d'une structure fait que elles conservent une partie des valeurs et le travail ne fonctionne pas par rapport. Bon, ce que l'on va dire, c'est tout simplement, il faudra étudier la raison véritable, hein. On va dire simplement que quand on crée une structure, on l'initialise. Là, vous avez vu que si on ne l'initialise pas, c'est le bordel. D'accord ? Si on n'initialise pas, il y a une partie qui ne bouge pas, il y a l'autre qui bouge. Donc ça veut dire, pour moi, c'est pour ça. Ça passe par adresse, donc une partie du chiffre ne bouge pas. Voilà. Donc, et si on initialise le truc, là on part vraiment de 0 à chaque fois, et c'est bon. Ah ben je vais essayer un truc pour voir. Je vais mettre 999, 9999999. Je vais mettre 222, juste voir. Et oui. Vous regardez, les 222, ils réapparaissent. Ben là, je vais mettre 666. Donc là, c'est pas le bon 6. On va le mettre ici, 666. Là, je vais mettre 0. Et voilà, vous voyez, c'est bien ça. Le 6, il apparaît. Bon, je vais le refaire encore. Je vais mettre 7, pour être sûr. 7, 7, 7, 7. J'en ai pas mis assez peut-être. Voilà, j'en ai pas mis assez. Et voilà, vous voyez. Et ces valeurs-là ne sont pas modifiées. Ça prouve que quand on fait une... je pense avoir la bonne explication. Donc, c'est vraiment le fait que c'est une structure
et ça n'appelle pas les variables de la même manière que quand c'est une variable qui n'est pas une structure. D'accord? Donc ça, c'est assez amusant à voir. Donc ça, il faudra étudier, on regardera sur un bouquin pour savoir. Pour nous, c'est simple, quand il y a une structure, on l'initialise, d'accord? Mais pour les explications, il faudra regarder dans le bouquin pourquoi. Moi, je pense que quand on parle de structure, les variables qui sont dans la structure passent par adresse, et c'est pour ça qu'il y a ce problème, et qu'il faut mettre naturellement. Initialiser toujours les structures pour éviter les calculs. Donc pour nous, c'est simple. Quand on crée une fonction qui a une structure, on initialise toutes les valeurs de la structure. D'accord? Comme ça nous évitera des problèmes. Voyez? Et là, dès qu'on a initialisé, tous les problèmes disparaissent. Bon, je pense qu'on a tout vu. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Bon, merci.